RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le président du gouvernement. Thierry Santin est en effet avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a plusieurs sujets à voir avec vous, notamment on va parler politique dans un instant. Mais peut-être avant ça, parlons de la situation sanitaire en Calédonie. Tout le monde a salué la gestion par le gouvernement de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on commence à sentir notamment que sur les vols internationaux et le transport aérien, il y a un petit peu de ras-le-bol ou d'impatience. Où est-ce que vous en êtes sur le sujet? Quelles sont les réflexions en cours? Alors vous avez raison, j'ai eu également de mon côté, un peu de tous les côtés, cette remontée d'informations où les personnes commençaient à s'impatienter sur ce dispositif qui nous a permis jusqu'à maintenant de vivre sans le virus ici en Nouvelle-Calédonie. Je parle bien sûr de notre dispositif d'entrée en Nouvelle-Calédonie, de notre SAS d'entrée en Nouvelle-Calédonie, et des durées de séjour d'isolement qui sont imposées. Mais vous savez, quand je vois ce qui se passe partout dans le monde, et ces derniers jours, les choses s'accélèrent, j'ai le sentiment, avec ce fameux variant Delta qui est en train de se propager un peu partout, et en particulier en métropole. Et quand vous savez que 90% de nos passagers viennent de la métropole, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et que le dispositif qui est à l'entrée de la Nouvelle-Calédonie, qui nous permet, je le répète, de vivre Covid-free, est celui c'est un dispositif qu'il faut adapter en permanence en fonction justement de cette pression épidémiologique extérieure. Il faut que les gens comprennent bien que d'un côté, vous avez ce SAS qui empêche le virus de rentrer en Nouvelle-Calédonie, et de l'autre, vous avez un certain nombre de moyens internes qui empêchent, s'il rentre, de se propager. C'est ce que nous avons mis en œuvre à 2 reprises, en mars 2020 et en mars de cette année, avec bien sûr les systèmes de confinement plus ou moins durs qui peuvent être mis en place, la vaccination bien entendu qui est l'autre pilier de cette possibilité d'éviter que le virus prennent trop de place dans un pays. Toutes ces mesures-là sont des mesures qui sont mises en place pour, au cas où le virus s'introduit. Mais la première étape, c'est bien de garantir cette absence d'introduction. Et ça, c'est bien le SAS. Et ce dispositif évolue, je le répète, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et en particulier en métropole. Là, en métropole, le gouvernement national a pris la décision d'assouplir les mesures de confinement pour l'été national. Mais je vous le répète, on a plusieurs cas de variant Delta, qui est le dernier variant et qui a, hélas, la capacité à être beaucoup plus contagieux que les précédents. Et on va voir comment les choses évoluent. Donc on doit en discuter demain matin en collégialité. Ça fait déjà 2 fois qu'on le fait à 2 reprises, les 2 précédentes réunions du gouvernement, pour voir si éventuellement on a adapté notre dispositif d'ici la fin de l'année. Pourquoi je dis d'ici la fin de l'année? Parce qu'un autre sujet va être mis sur la table demain matin. C'est que vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, la Nouvelle-Calédonie fait partie du monde. Mais le virus fait aussi partie du monde. On ne pourra pas continuer à vivre éternellement dans les conditions de Covid-free qui sont les nôtres. Donc il faudra bien à un moment donné que la Calédonie envisage de réouvrir ses frontières. Et réouvrir ses frontières, c'est prendre un peu plus de risques d'introduction de ce virus ici. Et la seule façon pour éviter les cas graves, voire les décès liés à cette maladie, c'est que les gens se vaccinent. Je suis très content du résultat du vaccinodrome de samedi dernier à Nouméa, mais je sens quand même qu'il y a un petit ralentissement de notre programme de vaccination. Et on a besoin, la Nouvelle-Calédonie a besoin que, à nouveau, les gens comprennent qu'ils ont tout intérêt à se vacciner, parce qu'à un moment donné, et je pense d'ici la fin de l'année, en tout cas nous, le gouvernement, on va mettre tous les moyens à disposition des Calédoniens pour que tout le monde se vaccine, et qu'on atteigne cette fameuse immunité collective d'ici la fin de l'année 2021. Et ça veut dire qu'en début d'année 2022, on envisagera d'ouvrir nos frontières à nouveau pour vivre encore plus normalement que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pour cela, il faut qu'on atteigne cette immunité collective pour éviter les risques auprès de la population calédonienne. Donc ce que vous dites quand même ce matin, Thierry Santin, c'est qu'a priori, pas de changement sur la stratégie mise en place depuis les débuts de cette crise avant la fin de l'année 2021. Alors, pour être très précis, je le redis, le gouvernement a pris ses responsabilités pour protéger les Calédoniens et en évitant l'introduction du virus dans un premier temps. Notre responsabilité pour que tout le monde puisse se faire vacciner d'ici la fin de l'année, à chacun maintenant de prendre sa responsabilité et de faire ce qu'ils ont à faire. Mais tout cela peut encore être adapté
pendant la période qui nous reste, les 6 mois qui nous restent, peut-être que le gouvernement adaptera son dispositif. Mais là, la décision sera liée à ce qui se passe à l'extérieur, et en particulier en métropole. On va voir comment les choses évoluent en métropole. Si on connaît à nouveau une nouvelle vague de contamination, pour dire les choses encore plus clairement, au niveau national, il n'est pas certain que notre dispositif évolue. À l'inverse, si la métropole continue à maîtriser la propagation du virus, comme ça semble être le cas depuis quelques mois maintenant, on pourra peut-être envisager une évolution de notre dispositif. L'autre question qui se pose, et c'est peut-être l'une des évolutions envisagées, est-ce que, par exemple, la septaine pourrait être raccourcie pour les personnes déjà vaccinées et qui, évidemment, reviennent avec un test PCR négatif? Ça fait partie, effectivement, des sujets qu'on évoque et qu'on envisage, mais je le répète, pas tout de suite. Il faut qu'on attende de voir comment les choses évoluent au niveau national. La France a libéré un peu plus les habitants métropolitains en levant quasiment maintenant toutes les mesures de confinement qui étaient mis en place jusqu'à maintenant. Mais on voit émerger plutôt plusieurs foyers du variant Delta, et ça c'est plutôt inquiétant. Donc il faut voir comment tout cela va évoluer dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent, pour décider de la manière de faire évoluer notre propre dispositif si nécessaire. Alors, autre sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes, et vous le savez bien, puisque c'est un sujet que vous traitez personnellement, c'est celui des comptes sociaux, et notamment du déficit du RUAM. Il y a un préavis de grève déposé par la Fédération des fonctionnaires pour mercredi. Il y a cet appel aux élus du Congrès à prendre la main sur le dossier, à faire des propositions, puisque celle que vous aviez faite a été retoquée par les élus du Congrès fin décembre. Vous aussi, vous êtes très inquiet. Aujourd'hui, il y a des décisions urgentes à prendre parce que, on le sait aujourd'hui, les prestations sociales ne pourront pas être versées jusqu'à la fin de l'année. C'est clair aujourd'hui. Ah bah si rien ne change, d'ici le mois de septembre, effectivement, notre système de santé risque d'être en faillite. On a réussi à trouver des pansements jusque depuis le début de l'année pour tenir tant bien que mal le système, mais dans des conditions qui sont pas optimales. Pour être peut-être plus précis, le gouvernement a fait en sorte de garantir les dotations globales des hôpitaux, parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est la dernière roue de la charrette à chaque fois. Dès lors que le système est en tension, ce sont les hôpitaux qui en pâtissent les premiers. Donc on a réussi à garantir cette dotation globale jusqu'au mois d'août, peut-être septembre, mais on n'en est pas sûr. Mais cette dotation globale n'est pas suffisante pour faire face à toutes les charges des hôpitaux. Ça permet de financer les charges obligatoires, donc les salaires, les emprunts, ce genre de choses. Par contre, ça ne permet pas de financer tout ce que les hôpitaux doivent à leurs fournisseurs. Et aujourd'hui, les fournisseurs arrivent à une situation de tension extrême. Certains se posent la question de continuer à fournir les hôpitaux. Je parle aussi des médicaments, je parle de matériel, on a même Enercal qui se retrouve avec une dette de 500 millions envers le CHT, qui commence à souffrir de la situation. Enfin, tout le monde se retrouve par déclinaison, se retrouve impacté par cette situation. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des mesures très rapidement. Des mesures qui auraient déjà même dû être prises dans le plan que j'avais présenté avec Valentine Rissouquet en décembre 2019. Tout avait été planifié, que ce soit la gestion de cette dette antérieure, parce que c'est lié à une dette qui s'est cumulée depuis plusieurs années, ce dont on parle, et qui finalement arrive à bout de souffle aujourd'hui. Donc la gestion de cette dette antérieure, la gestion du déficit structurel de notre système de santé, du RUAM, de l'ordre de 12 à 13 milliards par an, et surtout la prospective de l'évolution de la gouvernance de notre système de santé. Tous ces 3 piliers faisaient partie de ce plan de redressement que nous avions présenté, que nous avions commencé à mettre en œuvre, en particulier en matière d'économie de dépenses. Ça faisait partie de cet équilibre financier annuel. On a travaillé sur la gestion de la dette en envisageant un emprunt qui devait être adopté déjà l'année dernière, mais qui a fait l'objet d'une motion préjudicielle par le Congrès. Sur la question de la création de l'établissement public qui devait porter cet emprunt, et donc on n'a pas pu aller au bout de la démarche. J'en ai quand même reparlé au Premier ministre lors de mon déplacement à Paris, qui me dit: mais Monsieur Santa, moi je veux bien avancer sur le sujet, mais il faut qu'il y ait un gouvernement installé pour pouvoir mettre en place cet établissement et signer ensuite le prêt correspondant. Et on a avancé malgré tout sur la gouvernance de notre système de santé, puisqu'on a fait appel à un prestataire extérieur, un expert, qui doit arriver dans les jours qui viennent pour commencer à finaliser le processus d'évolution de la gouvernance
qui lui-même est bien défini dans notre plan, mais qui nécessite encore de finaliser des discussions avec les différents acteurs, que ce soit la CAFAD, que ce soit l'Agence sanitaire et sociale, que ce soit la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, la mise en place de cette fameuse autorité indépendante de régulation, de cet objectif d'évolution des dépenses de santé. C'est tout ça la gouvernance, et c'est tout ça qui va nécessiter encore un peu de temps pour formaliser donc tout le dispositif nécessaire. Thierry Santin, vous l'avez dit, en 2019, on a déjà dit attention, ça devient urgent. En 2020, c'est devenu très urgent. Aujourd'hui, il y a urgence absolue. Est-ce qu'on peut continuer comme ça encore pendant 1 an ou 2 ans, et qu'est-ce qui peut être fait? Non, on peut plus continuer comme ça. On a l'impression que voilà, ça fait 3 ans, 4 ans que, je vais pas dire on crie au loup, mais on alerte sur cette situation et les choses ne bougent pas trop. La situation, elle date de beaucoup plus ancienne que 3 ans, 4 ans. Je vous disais, cette dette, elle s'est accumulée depuis 2015, et hélas, elle continue cette année à s'accumuler. L'année dernière, on avait réussi, malgré la gestion d'une crise sanitaire, ne l'oublions pas quand même, on avait réussi à stabiliser les comptes du RUAM en 2020, ce qu'on n'arrive pas à faire cette année compte tenu de l'absence de gouvernement en exercice. Donc on a travaillé sur ce sujet, on a, je vous le répète, envisagé ces 3 piliers, ça a pris du temps, on a été, faut le dire, accaparé par la gestion des crises sanitaires pendant plusieurs mois l'année dernière et au début de cette année, et qui a empêché que les choses aillent aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Et puis surtout, on a une situation avec un gouvernement qui est plus en exercice et qui nous empêche de prendre les délibérations, les lois de pays qui doivent accompagner toute cette réforme générale. Parlons-en de la mise en place du président du 17e gouvernement, qui est effectivement toujours pas faite. Vous pensez que ça devrait pouvoir déboucher dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il y a des tractations en cours? Est-ce que vous attendez des choses qui permettraient de penser qu'un gouvernement de plein exercice pourrait se mettre en place dans les semaines qui viennent? Alors j'entends que des discussions ont reprise entre l'UC et l'UNI depuis leur retour de Paris, les représentants de l'UC. J'entends surtout que cette question de la présidence du gouvernement est de plus en plus liée à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. J'ai encore entendu Monsieur Tokoumeli hier soir qui lui-même l'a évoqué. Moi, depuis le début, j'essaie d'expliquer à mes collègues, tant du gouvernement collégial que des représentants politiques des différents groupes au Congrès, qu'effectivement, les deux doivent être liés, mais je ne parle pas des 2 présidences. Je parle du fait que si un accord est trouvé par les uns ou par les autres, cet accord doit être un accord global qui s'appliquera au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit véritablement de trouver une nouvelle organisation politique de gestion du pays, parce que c'est de ça dont on parle. Le gouvernement n'est pas là pour préparer l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, contrairement peut-être à ce que certains peuvent se faire comme idée. Un gouvernement, c'est fait pour gérer le quotidien des Calédoniens. Peut-être qu'ils ont peur que si c'est un président indépendantiste, ce soit une piste qui soit prise. Je sais pas que j'ai peur, c'est qu'ils le disent eux-mêmes. Les 2 candidats aujourd'hui en lice l'ont dit à plusieurs reprises dans leurs interventions précédentes. Et là, ils se trompent royalement. Je veux dire, c'est vraiment pas ça l'objet d'un gouvernement. L'objet d'un gouvernement, c'est de traiter le quotidien, je vous le répète, et les situations justement de difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc il faut maintenant aller vite, il faut installer ce gouvernement, mais que ce nouveau gouvernement installé soit appuyé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui reste l'instance législative de la Nouvelle-Calédonie, et donc décisionnelle finale. Le gouvernement ne fait que proposer, c'est le Congrès qui délibère. Le Congrès a aujourd'hui des marges de manœuvre en tant que tel. Il y a des choses que le Congrès peut faire tout seul sans forcément être proposé par le gouvernement. Mais il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire, et en particulier c'est tout ce qui est budgétaire. Le budget doit être présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et s'il ne le peut pas, par l'État, ce qui s'est passé lors du budget primitif 2021. Tout le reste, tout ce qui est fiscal, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est établissement public, le Congrès a la possibilité de délibérer seul, ce qui pourrait faire, par exemple, concernant l'établissement public de financement du système de santé, et qui n'a pas fait, mais qui pourrait remettre sur la table aujourd'hui. Tout ça pour dire que cette question de la présidence du gouvernement donc est maintenant plus élargie, concerne aussi le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et c'est dans ces dispositions-là que j'essaye depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'expliquer à mes collègues que c'est peut-être tous ensemble qu'on pourra trouver la solution plutôt que d'avoir une logique encore partisane, a fortiori à la veille d'un référendum binaire. Mais c'est ce que j'allais vous demander, tout ça doit se mettre en place. Les transitions sont bonnes. Alors que vous les faites parfaitement, Monsieur Santin. Tout ça arrive effectivement dans le contexte où on est quasiment rentré en campagne pour le 3e et dernier référendum. On est à 6 mois maintenant de l'échéance. Donc est-ce que tout ça ne s'entrechoque pas de façon un petit peu délicate pour assainir la situation ?
Hélas, vous l'avez dit, moi autant je me réjouis de la date, parce que c'était quand même l'objectif premier de notre délégation parisienne, autant le principe d'un référendum binaire ne me réjouit pas. Je l'ai dit depuis toujours, le Rassemblement, en tant que président du Rassemblement, a toujours dit que des référendums binaires n'étaient pas ce qu'il y avait de mieux pour la Calédonie, compte tenu de l'impact économique, social que ça engendre. Néanmoins, le choix était celui-là, mais le choix de la date me convient, puisque justement, ça va nous permettre de sortir le plus vite possible de cette impasse, cette incertitude institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec au niveau économique, les entreprises qui n'arrivent pas à se projeter. Tout cela n'est pas bon pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que notre responsabilité d'élus aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ce troisième référendum binaire soit le plus apaisé possible. Et ça passe aussi, pour en revenir à la discussion précédente, par un apaisement politique dans la gestion du pays, et donc du gouvernement, et donc du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à permettre que les Calédoniens s'expriment en toute sincérité, et que le lendemain, puisque vous le savez, c'est un processus qui a été proposé par le ministre des Outre-mer et que je partage, avec un troisième référendum binaire, qui est un référendum, une étape, j'allais dire comme ça, une étape fondamentale, puisque c'est cette étape-là qui va définir le cadre des discussions qui doivent suivre derrière pendant 18 mois jusqu'en juin 2023 pour envisager un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Et donc maintenant, l'urgence, c'est simplement de faire cette campagne référendaire, essayer de gagner mieux ce troisième référendum que les deux précédents, pour que très vite, derrière, on se mette autour de la table et qu'on parle véritablement de ce qui est nécessaire pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et faire en sorte que cette belle Calédonie continue à vivre en paix et dans la prospérité, pour que chacun trouve sa place. Et pour cette campagne référendaire, est-ce que vous pensez que le travail qu'a mené l'État, le fameux document sur le oui et le non, et les discussions que vous avez eues à Paris vont permettre d'aller vraiment au fond des choses pour chacun et chacune? On peut pas, si on est rationnel et objectif, on ne peut pas ne pas se rendre compte que une indépendance aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie est impossible, matériellement impossible. Si ce choix est fait, ça sera une catastrophe économique, sociale. Le niveau de vie, la qualité de vie de la Nouvelle-Calédonie se détériorera, et ça sera au détriment de tous les Calédoniens, quelles que soient leurs conditions sociales aujourd'hui. Quand on regarde les conséquences du oui, c'est d'une évidence absolue. Et peut-être ce que je vais essayer, moi, de dire à nos compatriotes pendant cette campagne référendaire, peut-être que la vraie indépendance, d'une certaine façon, c'est de rester français. C'est la France qui va garantir le respect de nos traditions, de nos coutumes, de notre façon de vivre. C'est pas autre chose. L'indépendance, au contraire, on va se retrouver sous la coupe d'entités nationales, internationales, telles que c'est pas comme ça qu'on va garantir nos libertés publiques ici en Nouvelle-Calédonie et notre liberté de vie, tout simplement en Nouvelle-Calédonie. La France d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. La France d'aujourd'hui, elle nous protège. Elle évite que les choses se passent mal en Nouvelle-Calédonie, y compris entre nous, et elle nous protège de l'extérieur du monde. Le monde aujourd'hui, Jean-Marie Tjibaou le disait très bien lui-même, c'est un monde d'interdépendance. Et interdépendance, un petit pays au milieu du Pacifique, et ça c'est le général Lecointre qui l'a dit à l'issue de notre échange à Paris, qui a été un échange d'une qualité extraordinaire, et ses derniers mots étaient « Dans le monde de demain, malheur aux petits, malheur aux isolés ». C'est exactement les mots qu'il a utilisés. Et je suis complètement d'accord avec lui. Un petit pays de 300 000 habitants au milieu du Pacifique comme le nôtre, avec les richesses qui sont les nôtres, n'imaginez pas qu'on vive tranquillement sans que personne vienne nous embêter. C'est pas comme ça que ça va se passer, hein. C'est plus comme ça que le monde vit. On a des grandes puissances, tout le monde la connaît, la Chine entre autres, mais pas que la Chine. On a des grandes unités internationales qui travaillent en Nouvelle-Calédonie et qui ont des capacités à agir que peut-être nous n'imaginons pas les uns et les autres. Et c'est bien une grande nation comme la France, avec l'Europe qui l'accompagne, qui peut empêcher finalement que notre beau pays se retrouve dans des mains pas forcément aussi protectrices que celles de la France aujourd'hui. Ce sera un peu l'axe de votre campagne. Très probablement, oui. Merci beaucoup Thierry Santa d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, merci de l'invitation.